Bienvenue sur Objectif Dream Team, le podcast où on parle business, recrutement et délégation. Je suis Asna, ancienne chasseuse de tête avec 10 ans d'expérience dans les ressources humaines. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à créer ta Dream Team, ton équipe de rêve, celle qui va te permettre de faire décoller ton business et atteindre tes objectifs, même les plus ambitieux. Chaque semaine, je te partage mes conseils, des cas pratiques, des outils et même des secrets pour que déléguer et recruter ne soit plus synonyme de compliqué. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Dream Team. Et si tu te demandes à partir de quand il peut être intéressant de passer en société pour pouvoir déléguer, aujourd'hui, tu vas avoir toutes les réponses à tes questions puisque je suis accompagnée de Manal de Nizam Agency, qui est business mentor, experte en finance et fiscalité et qui a accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs à avoir des business florissants. Donc, elle connaît très bien le sujet. Bonjour Manal et merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour Asna, merci de m'avoir invitée dans ton podcast. Je suis honorée, je suis ravie d'être chez toi. Comment je vais? Je vais super bien, je suis sous le soleil, donc tout va bien. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent? Yes, alors je suis donc Manel, business mentor, fondatrice de Nizam Agency. J'ai créé en tout 5 business à moi. J'en ai perdu 3, il m'en reste 2 et j'accompagne au quotidien des entrepreneurs, des infopreneurs, des micropreneurs, des personnes, des rêveurs aussi, des personnes qui ont des rêves, à devenir dirigeants d'entreprise et à diriger une entreprise dans les différents cycles de la vie d'une entreprise, donc du lancement à la croissance, à la maturité et même au déclin. Donc, je les accompagne au quotidien, je les accompagne à se nourrir eux personnellement en tant que dirigeants et aussi à nourrir l'humanité. Donc, j'aime bien parler d'humanité parce qu'en vrai, on fait pas un business pour soi, on fait surtout un business pour répondre aux besoins de l'humanité. C'est très beau. Merci, j'aime bien être poète de temps en temps. Ok, ben merci beaucoup pour cette réponse. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de la différence entre délégué en micro-entreprise et en société. Et je sais que toi, tu n'aimes pas le statut micro-entreprise. Est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer en fait le pourquoi? C'est pas que je n'aime pas, c'est que je le déteste, ce statut. Je sais même pas pourquoi il existe en fait. C'est bon, de manière un peu plus pragmatique, ce statut ne devrait exister à mon sens. Et là, attention, hein, je mets vraiment ce gros disclaimer en gros, faites attention, c'est pas universel ce que je dis, d'accord? C'est vraiment selon mon vécu, selon ma vision, selon mon prisme. Et donc, j'estime que l'auto-entreprise ne devrait exister pas plus de 3 mois, c'est-à-dire pour tester son business et pas plus, parce que l'auto-entreprise ne protège pas le dirigeant, l'entrepreneur. Il ne protège pas non plus, quand je dis ne protège pas, c'est-à-dire d'un point de vue social, donc pour tout ce qui est protection sociale, et aussi ne favorise pas, ne, euh, ne protège pas cette vision, cette, cette création justement de richesse pour l'humanité, cette création de richesse pour notre vocation qui est notre cible. Donc, en gros, je crée un business pour répondre à un besoin. Et en fin de compte, l'auto-entreprise a beaucoup de limites. Et donc, j'estime qu'elle ne devrait pas exister. Et encore plus loin, en fait, quand tu viens à déduire toutes les taxes, tout ce que tu investis pour ton business, en net, ça revient de l'esclavage. Donc, si tu viens à déduire tout ce que tu fais pour le business, tu le ramènes en plus à un taux horaire, c'est limite de l'esclavage, quoi, tu vois. Donc, Mm. c'est pas du tout, j'estime que c'est pas du tout bénéfique pour l'entrepreneur et même pour cette vocation à s'enrichir et enrichir pardon, l'autre. C'est pas trop, trop aligné avec ce que je défends pour le coup. D'accord, ok, oui, je vois totalement. Et du coup, pour toi, quelles seraient en fait les principales différences entre
la délégation en tant que micro-entreprise et la délégation en tant que société? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, au niveau du mindset du dirigeant, la manière dont un dirigeant d'entreprise délègue et une manière dont un entrepreneur ou un micro-entrepreneur délègue, bah, il y a en fait cette notion de responsabilité qui est complètement biaisée. Il y a cette notion aussi d'écosystème qui nourrit quelque chose. En fait, déléguer en auto-entreprise, je le vois tout le temps, c'est que la personne qui va venir, déjà humainement parlant, travailler avec toi, bah, elle aura surtout l'impression de travailler pour toi, parce qu'elle vient nourrir et enrichir une personne, et elle ne vient pas nourrir et enrichir une entreprise. Mhm. Donc, il y a un système au niveau de l'ego et au niveau du rapport dominant-dominé que je n'apprécie pas du tout, qui pour moi est totalement biaisé. La deuxième chose que j'estime est hyper importante et à soulever, c'est cette notion de protection. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu délègues en auto-entreprise, bah, il y a aussi le statut de délégation. Le statut de délégation, qu'est-ce que tu entends? En termes dans le statut, une auto-entrepreneur, elle va beaucoup plus aller vers une délégation avec un autre auto-entrepreneur. Mhm. Donc, en fin de compte, on est dans deux échanges commerciaux. C'est deux échanges commerciaux et non plus une délégation avec un échange qui se fait dans le terme du salariat. Ok, Les objectifs ne sont on pas n'est les plus mêmes. dans la collaboration, mais dans j'ai besoin d'un Oui, service, je vais chercher quelqu'un, et il va me l'exécuter et c'est terminé en fait. exactement. Et donc, en fait, ça biaise parce que en vrai, tu as l'impression que c'est une équipe, alors qu'en réalité, non, c'est un échange commercial. Mhm. D'accord? Donc, du coup, dans les missions, dans l'objectif de la collaboration, ce n'est pas le même et ça apporte beaucoup de litiges derrière. Donc, c'est hyper important dans le terme de statut de déléguer avec le bon statut. Quand tu parles de litige, ça peut être quoi par exemple? Bah, en fait, quand tu as un salarié, tu es une personne que tu lui délègues des tâches, elle va l'exécuter, c'est sa mission. D'accord? Mhm. Elle va aussi adhérer ce qu'on appelle la politique de l'entreprise. Ça, c'est dans le cadre d'une entreprise. Elle va adhérer aux valeurs de l'entreprise. Elle va adhérer aussi, elle va signer une charte dans l'entreprise. Elle va aussi être soumise à l'accord de confidentialité et ainsi de suite. D'accord? Dans un rapport commercial, on est dans du win-win. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une prestation de service. D'accord? Ou même l'achat d'un bien. Enfin, là, dans le cas, c'est plus délégué. Donc, en fin de compte, on est dans une prestation de service. Mhm. Véritablement, c'est quel est le cahier des charges. Donc, en fait, même dans le process, ça va pas être le même. C'est, en fin de compte, le prestataire qui va venir dire qu'est-ce qu'elle va donner à l'entreprise. Exactement, je suis totalement d'accord, ouais. Alors que dans le cadre de délégué, c'est qu'est-ce que l'entreprise doit fournir ou doit avoir. Donc, en fin de compte, ça biaise complètement. Et j'entends déjà des personnes dire, oui, mais dans l'auto-entreprise, tu peux aussi recruter des salariés. Oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Toutefois, il y a quand même cet amalgame, cette incompréhension qu'il faut lever et soulever. Ok. Du coup, est-ce Parce que c'est forcément plus avantageux de passer en société quand on délègue? Alors, c'est pas forcément plus avantageux, ça va dépendre du process et du cahier des charges initial. Tu peux être en auto-entreprise quand tu délègues, à condition de bien poser le cadre, de bien poser le process et de bien cadrer ça avec un contrat, que ce soit un contrat de travail ou un contrat de prestation de service si c'est dans le cadre commercial, Ok. d'échange commercial. Donc, c'est vrai que sur le marché, on voit que c'est monnaie courante, hein. Mhm. J'ai délégué à une community manager.
Une community manager, c'est une prestataire de services extérieurs. En fait, c'est un rapport commercial qui est entre les deux et non pas un rapport on va dire, d'exécutant et d'exécuté ou Ok. exécuteur. Tu vois, en Mhm. termes de process, c'est important de bien mettre en place les process initialement. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut forcément être en entreprise? Je pense que non. C'est possible, mais il faut être vraiment rodé. Et vu qu'aujourd'hui, le marché en auto-entrepreneur, c'est l'équivalent de je suis débutant. Oui. Donc, véritablement, quand tu es dans une entreprise, ça cadre davantage parce que c'est une entreprise. De droit, de par le statut, ça cadre. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui. un engagement et c'est un engagement vis-à-vis de l'entreprise, c'est un engagement vis-à-vis des valeurs de l'entreprise, des clients qui est autour de l'entreprise et même d'un point de vue juridique, c'est c'est beaucoup plus cadré par le droit du commerce, notamment quand il s'agit de la société ou le droit du travail quand il s'agit de recrutement. Ok. Bah, du coup, là, comme tu l'as bien dit, aujourd'hui, dans l'écosystème, on est plus dans des entrepreneurs en fait débutants. Quels seraient en Oui. fait les indicateurs qui nous montrent qu'on est prêt à passer en société, et notamment pour pouvoir déléguer? Et du coup, à quel moment ça devient intéressant de quitter la micro-entreprise pour passer en société? Alors, pour moi, et la manière dont je vois les choses, c'est dès le départ. C'est-à-dire, dès le début, tu peux pleinement te positionner comme une entreprise et comme une société. Bon, en gros, tu te positionnes comme une société et donc tu es une entreprise qui a vocation, qui a but lucratif, qui a pour objectif de grandir et par conséquent de pouvoir déléguer. Donc, en fait, pour moi, les indicateurs pour passer le pas, il va falloir que tu prévisionnes. Tu provisionnes et tu prévois, pardon, tu prévois à partir de quand tu peux déléguer. Et comment ça va se voir? Ça va se voir notamment avec le chiffre d'affaires, notamment aussi avec ta capacité à accueillir du client, d'accord? Et il y a Mhm. aussi ces fameux, ce que j'appelle moi, ce recrutement ou plutôt ces emplois support comme l'assistanat, comme tu sais, comme la partie technique et ainsi de suite. Ça, ce sont des recrutements support. Donc, en réalité, ils ne génèrent pas d'argent. Mm. D'accord? Par contre, ils vont venir te libérer du temps à toi en tant que dirigeant qui génère du chiffre d'affaires. Oui, pour te concentrer sur ton cœur de métier et pouvoir du coup générer ce Exactement. chiffre d'affaires. Et exactement. Et donc, l'indicateur financier, hein, on appelle ça le point mort. D'accord? Le Mm. point mort, c'est à partir du moment où tu génères autant de chiffre d'affaires que de dépenses. Ça y est, tu commences à devenir rentable. D'accord? Oui. Et dès lors que ta rentabilité est acquise, tu peux te permettre et commencer à budgétiser ton futur recrutement. Moi, j'aime bien dire à mes mentorés de prévoir au moins 3 mois de salaire en trésorerie. C'est-à-dire que tu as Salaire, l'équivalent salaire de salaire. prestataire et enfin de des personnes que tu recrutes et de toi-même en fait. Exactement. Exactement, mais même le salaire, si c'est dans le cadre du salariat, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, si tu recrutes une personne et que tu veux l'embaucher, eh bien, effectivement, il faut que tu aies ces cotisations plus ces salaires dans ton trésorerie sur Ouais, 3 mois, sur 3 mois. avant Ouais. même avant même de la recruter. Pareil, si c'est un prestataire de service, si tu estimes que, par exemple, une prestation de service de type community manager, ça coûte allez, 1 000 euros, il faut que tu aies au moins 3 000 euros de trésorerie. Mm, Parce mm. qu'en réalité, le travail de la community manager va se voir, va se ressentir dans l'entreprise au bout de 1 mois et demi, allez, on va dire 2 mois et demi, ça va commencer déjà à se ressentir beaucoup. Mm. Donc, elle va pouvoir aussi laisser le temps, prendre la possibilité d'être accueillie dans l'entreprise, de comprendre les rouages de l'entreprise, de commencer à mettre en place des stratégies et que ces stratégies puissent se, euh, se voir et se ressentir Mhm. Donner leurs fruits en dans fait. l'entreprise. Exactement. Exactement.
faut Ouais, compter 3 mois. ouais, on est d'accord, oui. Et c'est exactement moi ce que j'ai avant que je commence à déléguer à chaque poste que j'ai délégué avant de signer le contrat et de commencer la délégation, j'avais à minima 3 mois en fait de trésor devant moi pour en même temps être tranquille et que cet investissement en fait soit rentable parce que si tu commences en fait une délégation et au bout d'un mois tu te dis bah en fait le mois prochain je peux pas le faire, je pensais générer du chiffre mais non j'ai pas généré, et ben en fait c'est de l'argent perdu en fait quand. C'est oui, exactement. Et en fin de compte, aujourd'hui, même n'importe quelle collaboration, faut lui compter 3 mois, au minima. Si je dis vraiment au minima, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps, hein. Mm. Oui, D'accord? Parce que par exemple, si allez, on va dire une assistante de direction, bah, en fin de compte, son salaire, par exemple, il ne sera jamais véritablement rentable. On est dans l'ordre de l'indirect. C'est que toi, elle, le temps qu'elle prend la main, le temps qu'elle commence à mettre les choses en place, et en fin de compte que ça te libère du temps, toi, faut compter un peu plus de 3 mois. mm. Donc, en fin de compte, ces activités support prennent un peu plus de temps. Oui. Et si on fait un parallèle en fait avec le salariat, en fait, c'est exactement, ça correspond exactement à la période de 3 mois d'essai, période d'essai Exactement. qui se retrouve Exactement. dans tous les CDI en fait, où c'est le temps nécessaire, quel que soit le poste, pour que la personne prenne ses marques, pour qu'elle euh, prenne connaissance en fait des process de la société, comment ça fonctionne, ses clients, sa culture, etc. Et c'est un moment nécessaire pour aussi faire ce transfert de compétences s'il y a une personne euh, Exactement. avant en fait dans ce poste-là où pour Alors, la faire monter en compétence sur nous, nos pratiques et comment on fonctionne. et même aussi laisser la capacité à la personne qui est recrutée d'infuser et de transmettre ce qu'elle a à transmettre, de transmettre ses compétences. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où il y a un mois de récolte d'informations, de compréhension et ainsi de suite, le deuxième mois, c'est je teste, le troisième mois, c'est j'infuse. Donc, que je sois une personne qui, tu vois, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, quand je vais recruter une personne, bah pareil, je vais aussi m'assurer chaque mois que, bah, en fin de compte, elle a eu toutes les informations nécessaires pour pouvoir s'imprégner et récolter toutes ces informations dont elle a besoin pour opérer. Le deuxième mois aussi, c'est est-ce qu'elle a bien testé toutes les stratégies qu'elle doit mettre en place, d'accord? Et Mm. enfin, est-ce qu'elle a infusé ses compétences le troisième mois? Oui, D'accord? Si elle n'infuse pas ses compétences de troisième mois, bah, ça veut dire qu'en fait, c'est peut-être pas la bonne personne. Si elle récolte pas non plus les bonnes informations, ou peut-être que toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu n'as pas récolté les informations, tu ne lui as pas donné, pardon, les oui, informations nécessaires pour qu'elle puisse, elle, avoir toutes les données en main pour tester, comprendre et implémenter ce que vous avez prévu initialement dans le cadre du contrat. exactement. D'où l'importance avant Préparer. de recruter, de mettre en Yes. place des process, Oui. que tout soit processé, que tout soit clair, en fait, déjà pour nous en tant que chef d'entreprise, pour que par la suite, le transfert de compétences, la transmission, se fasse de façon optimale. Complètement. Et tu vois, moi, dans cette notion de processer, ça me fait rappeler, j'ai un module sur un de mes outils qui s'appelle la forteresse. Le process, c'est la vie. Processer, c'est vraiment la vie de l'entreprise parce qu'en fait, ça va permettre aussi de partir en vacances pour le dirigeant. Ça va permettre aussi d'accueillir des bonnes personnes, c'est-à-dire en fait, il y a une prise en charge de ce recrutement et même je dirais même du client, hein, ce process. C'est cette prise en charge qui va faire que les choses vont bien se passer. Parce que initialement, si toi, tu ne sais pas euh, qu'est-ce que tu vas lui donner comme tâche? Tu ne fais pas la fiche de poste initiale de quoi tu as besoin concrètement. Bah, quand nous, on fait nos métiers, on a plusieurs casquettes. Oui, C'est qu'est-ce que tu attends de moi concrètement? Quel est le produit final? Plus le produit final va être défini préalablement,
plus ces 3 mois initial, donc ce mois de récolte d'informations, il va être bénéfique. Le deuxième mois aussi de test, il va être bénéfique parce que tu as une vision d'ensemble et tu as une vision aussi sur le terrain, tu vois ce que je veux dire? Tu as une précision sur le terrain. Et plus tu vas préparer cette partie de délégation, mieux ça va se passer. Et dans l'infoprenariat aujourd'hui ou dans le monoprenariat ou ce qu'on peut être dans l'auto-entreprise, pour moi, une entreprise, c'est ensemble. Auto-entreprise, c'est je suis tout seul, quoi. Je suis tout seul dans l'entreprise. OK. Bah, tu vois, même dans sa terminologie de l'auto-entreprise, là, pour moi, ça n'a pas de sens. Ouais, en fait, tu t'es créé ton propre emploi et tu bosses pour toi-même, en fait. Et du coup, la liberté, à laquelle tu aspirais en allant vers l'entrepreneuriat, tu l'as pas du tout sous ce statut-là, en fait. Pas du tout, mais alors pas du tout, mais alors pas du tout, clairement. Moi j'appelle ça de l'esclavage, hein, tu vois. Donc Ouais, je mets tout de suite les pieds dans le plat, tu sais. oui. Et c'est encore pire que l'esclavage du salariat euh, parce que, en fait, dans le salariat, tu as une mission à exécuter, en fait. On t'attend sur un seul, une seule chose. Alors, dans l'entrepreneuriat, en fait, tu dois être partout. Tu dois Ouais. créer ton contenu, tu dois créer ton offre, tu dois développer, Un couteau suisse. C'est voilà. comment aller plus rapidement vers le burn-out. C'est surtout que ce qui me tue, moi, c'est que toute la plupart des personnes qui sont lancées dans l'entrepreneuriat ont quitté leur emploi pour éviter un burn-out ou parce qu'elles étaient au bout d'un burn-out ou parce qu'elles Mm. étaient plus alignées, justement. Et en fait, elles recréent de nouveau. Et je trouve que c'est horrible à toutes les personnes tu sais, qui accompagnent à lancer son business et ainsi de suite. On ne sensibilise pas davantage sur cette notion-là. C'est lancer et créer votre auto-entreprise qui est gratuite. Hein. Mm. Nous, on sait, les marketeurs, que quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Hein. Tu vas payer des cotisations sociales auxquelles tu n'es pas protégé. Tu vas payer des impôts sur le revenu sans déduire toutes les charges, toutes les Ouais. formations, le temps que tu prends. Donc, ça. Et en Les plus de outils ça, aussi que tu utilises, parce que quand on est entrepreneur et on démarre, on va utiliser beaucoup d'outils qui coûtent en fait par rapport qui coûtent en fait tout simplement par rapport à notre entrée d'argent à ce moment-là. En fait, c'est des investissements qu'on fait de nos propres poches, mais qu'on peut pas déduire en fait quand on a des recettes. exactement. Et recette ne veut pas dire salaire et ne veut pas dire bénéfice. Exact. Et ça, c'est hyper, hyper important de le comprendre. Ça ne veut pas dire aussi recette ne veut pas dire salaire. Et, Ah non, pas c'est, du et, tout. et ce qui est horrible dans ça, parce que même après, tu vois, l'entreprise délègue aux dirigeants d'entreprise. Ton entreprise, quand tu la crées, elle a une vision, elle a un pourquoi, elle répond à un besoin, elle a une proposition de valeur, elle a une vocation, elle a un slogan. Et là où moi, je dois apprendre derrière, quand j'accompagne mes mentorés, notamment qui sont dans l'entrepreneuriat, je dois déconstruire le fait que toi, entrepreneur, ne veut pas dire l'entreprise. Entrepreneur n'est pas égal à entreprise. C'est toi, tu es au service de cette entreprise et tu dois aussi définir ta fiche de poste, tu dois aussi définir ton rôle dans cette entreprise et tu dois définir aussi les tâches que tu dois réaliser dans ton entreprise. Et Mm. c'est un petit, et je dois, tu sais, ce temps que je prends à déconstruire du fait que toutes les dépenses de l'entreprise vont à l'entreprise et doivent être déduites de chez l'entreprise et que c'est pas déduit de ta poche. Ben j'ai des entrepreneurs qui me regardent avec des yeux tout ronds en me disant, ah ouais, d'accord. Ton entreprise continue à vivre même si tu n'es pas là, même si tu pars en vacances. C'est le Elle but. vit. C'est le but initialement. Mm. Elle vit par elle-même. Et donc, on arrive à ce truc du burn-out des entrepreneurs. Et aujourd'hui, quand tu viens à sonder les entrepreneurs, c'est qu'est-ce que tu as besoin tout de suite et maintenant? Ils te disent tous à unanimité du temps.
rééquilibre vie pro, vie perso. Tu sais, ce truc de j'ai besoin en réalité de plus de temps parce que je peux pas tout faire. Mais c'est pas ta vocation en fait. Ton objectif, toi, en tant qu'entrepreneur, c'est de piloter ton entreprise. Et donc, effectivement, tu insuffles dans ton entreprise ta vision, tu insuffles ce que tu veux pour le bien commun, c'est-à-dire pour la société, tu insuffles tes valeurs, mais l'entreprise a une vocation et elle répond à celui d'une cible. Et ça, c'est complètement biaisé. On est dans un amalgame. Il y a plein de choses, plein d'informations qui sont fausses, enfin, qui sont vraies, pardon. Et il n'y a pas de limite. Et il y a un amalgame, il y a des amalgames. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a des idées extraordinaires. Et du coup, la question que je me pose, c'est quel type en fait de responsabilités et d'obligations supplémentaires peuvent être associées à la délégation en société par rapport à la délégation en micro-entreprise? Déjà, est-ce qu'il y en a? Et s'il y en a, lesquelles c'est lesquelles en fait? Oui, il y en a des responsabilités qui sont adossées. Tu es responsable des personnes qui travaillent avec toi. Tu es responsable de leurs actions. D'accord? En fait, c'est là où il y a c'est là où il faut super bien définir en fin de compte le cadre dans lequel tu délègues. C'est hyper important parce que en fin de compte, il y a aussi de la sous-traitance. Il y a aussi dans le cadre de prestations de services, comme on a dit, donc des accords commerciaux, et aussi du fait que je délègue à un salarié, d'accord? Et donc, en fonction de ces statuts-là, il y a une responsabilité qui est spécifique. Je vais aller au-delà. Dans le cadre de la sous-traitance, ton sous-traitant ne paye pas l'URSSAF. L'URSSAF peut venir chez toi exiger ces cotisations qui n'ont pas été payées parce que tu es un traitant. Ah oui, ça, je ne le savais pas. Tu vois, tu es un sous-traitant. C'est pour ça que, tu vois, par exemple, dans le cadre du transport, la sous-traitance, elle est très, très répandue. Ou dans le bâtiment, la sous-traitance, elle est très répandue. Pour qu'un contrat soit signé, il faut être à jour dans ses cotisations URSSAF. Ok, donc c'est de la responsabilité du chef d'entreprise Traitant, ouais. de s'assurer que son prestataire est à jour au niveau des sous-traitants. Son sous-traitant. Là, on est dans le cadre du sous-traitant. Ah, ok. Ça veut dire, moi, je fais appel à quelqu'un d'autre pour réaliser une mission que moi-même, je dois faire, en fait, pour mon client. Exactement. Okay. Exactement. Oui, c'est plus logique. D'accord, ok. Voilà, c'est exactement en fait, quelqu'un qui va... qui va, en fait, faire quelque chose pour mon business. Là, non. Exactement, tu vois, cette notion de déléguer, on peut déléguer tout ça. Tu vois, par exemple, toi, Hasna, qui accompagne dans le cadre de l'accompagnement d'entrepreneurs à déléguer, à un moment donné, tu vas pas répondre à toutes les demandes. Il va falloir d'autres personnes comme toi qui répondent à toutes les demandes de tes clientes. Oui. D'accord? Et c'est là où tu rentres dans le cadre de l'entreprise et tu rentres dans le cadre, bah oui, effectivement, c'est vrai. C'est ça, il va falloir qu'il y ait plus de personnes comme moi pour générer plus de chiffre d'affaires aussi. Oui. Si je suis toute seule à générer le chiffre d'affaires, c'est limitant. Oui, exactement. Il faut une équipe qui va s'occuper de différentes phases de process et pouvoir en fait chacun, par exemple, un il prospecte, un il va s'occuper des annonces, un il va s'occuper des interviews, etc., etc. Donc une équipe qui est là de recruteurs qui travaillent pour mes clients. Exactement. Donc dans ce cadre-là, Hasna, tu sous-traites. Oui, si je fais appel à un prestataire externe, mais par contre, si je les recrute dans mon équipe, du coup, c'est moi. Si tu le recrutes dans le cadre du salariat. Ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, si je les recrute en CDI chez moi, la question ne se pose pas. Par contre, si je recrute, mais ça reste en fait un indépendant qui travaille pour moi, et du coup, là, je suis responsable qu'il soit à jour au niveau de ses cotisations URSSAF. Dans le cadre du salariat, c'est-à-dire quand toi, la personne est en CDI chez toi, c'est toi qui es responsable de ce salaire-là, tu vois. C'est toi qui es responsable aussi de ces cotisations-là, c'est toi qui vas le verser pour lui. Oui. D'accord? Dans le cadre de la prestation de service,
c'est un service qui est échangé. Donc là, on rentre dans les accords commerciaux. Mhm. Donc, en fin de compte, c'est échange de procédés, c'est tu vas faire ça pour moi, donc du coup, tu vas agir, je vais te payer, et basta, ce qui se passe dans ton business ne me regarde pas. Et aussi, tu as aussi cette obligation de, tu dois réaliser la prestation de service, dans lequel cas, je n'ai pas à te payer. Oui, Si la prestation de service n'est pas faite dans sa globalité et ne répond pas à l'accord qui a été convenu dans le contrat, bah, effectivement, le nombre de personnes que je vois, et même moi, j'ai été confrontée à ça, c'est qu'en réalité, tu es en accord commercial avec une personne que tu intègres dans ton équipe parce que tu estimes que c'est grâce à cette ressource-là que tu vas pouvoir aussi avancer. Je pense notamment au community manager, je pense notamment au copywriter, au designer et compagnie. Mhm. Et donc, du coup, la prestation de service n'a pas été réalisée dans ce qui a été, avec ce qui a été convenu initialement. Ben, en fin de compte, il y a litige là à ce moment-là. Oui, ok. Je ne suis pas dans l'obligation de te payer dès lors qu'il y a litige parce que j'estime que la prestation de service n'a été payée que n'a été réalisée qu'à hauteur de 30%. Et c'est à toi de prouver que ça n'a pas été réalisé. Ok. D'où D'accord? l'importance de bien définir le besoin, en fait, au Initialement. départ. Initialement et bien cadrer ça avec un contrat spécifique et dédié et après ne pas rentrer dans le cas de figure. Par exemple, on a vu aussi des personnes qui ont été dans le contrat de prestataire de service qui ont voulu dire qu'en réalité, c'était un contrat de sous-traitance caché. Bah pareil, il va falloir le prouver. Tu vois? Mhm. C'est la personne qui accuse qui doit prouver. Ok. Bon à D'accord? savoir. Et tu vois d'où l'importance aussi de... Donc, tu vois, il y a la partie processée et il y a la partie juridique. Et il y a la partie financière qui est à prendre en considération parce qu'on a parlé tout à l'heure de la rentabilité. Ok. Du coup, ça m'amène à la question suivante, c'est quelles sont du coup les conséquences possibles de la délégation mal gérée au sein d'une société et comment l'éviter ou l'atténuer? Alors, la première chose, déjà, l'argent. Ça peut coûter extrêmement d'argent, et je vous parle en connaissance de cause, de pas bien préparer sa délégation. C'est-à-dire qu'en fait, tu penses avoir affaire à des experts ou tu penses avoir affaire à des personnes compétentes. Et en fin de compte, le fait de pas bien cadrer toi en tant que dirigeant d'entreprise, tu sois en auto-entreprise ou pas d'ailleurs, euh, le fait de pas pouvoir et de pas avoir cadré initialement tous tes besoins, toutes tes attentes, toutes les compétences attendues et qu'est-ce que ça implique derrière. D'accord? Parce que souvent on dit oui, je suis pas, je suis pas pour le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, je cherche mes mots là pour le coup. Je suis pas dans une obligation, pardon, de résultat. Je suis dans une obligation de moyens. Mhm. Oui, mais il y a des moyens initialement que tu dois euh, réaliser pour qu'il y ait résultat justement. Et ben l'erreur, la grosse erreur, c'est que ces moyens-là ne sont pas définis. Ok. D'accord? Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie... Attends, excuse-moi, Hasna, du coup, j'ai oublié ta question. J'étais perturbée. C'était en fait quelles sont les conséquences possibles de la délégation mal gérée au sein d'une société et comment l'éviter ou l'atténuer? Comment l'éviter? Donc, oui. Alors, donc, initialement, donc, bien préparer la fiche de poste, bien préparer les process en interne, donner et transmettre les bonnes informations. Ça, c'est la base. Mm. D'accord? T'as pas ça, oublie la délégation. Oui, c'est D'accord? vraiment Vraiment. ça, c'est pour qu'une Ensuite, collaboration se passe au mieux en fait. C'est la base. tu limites les risques. Et quand je te disais tout à l'heure qu'on perd beaucoup d'argent, bah ouais, ça va te faire perdre de l'argent parce que du coup, si une personne, elle ne sait pas où elle va et elle croit penser que c'est ce qu'il te faut, bah tu sais, c'est là où justement, elle a une bonne. On parle pas de l'intention, hein. Toutes les deux, vous Mhm. avez des bonnes intentions, toutes les deux, vous pensez donner le bien et vous avez donné le bien. Sauf qu'en réalité, pour éviter justement ces manquements qu'il peut y avoir
faute de communication, faute de précision, faute de j'ai cru penser que c'est ce dont tu avais besoin, je pensais que j'ai fait ça chez une autre cliente. Donc, en fin de compte, pour éviter tout ça, donc pour minimiser les risques, processer, définir, très, très, très important, définir les compétences et les appétences à mettre en place. Et ensuite, la deuxième chose qui est hyper importante, c'est le financier. Le financier, prévoir, on a dit un minimum de 3 mois de trésorerie. Et enfin, la dernière étape, c'est celle du juridique, c'est-à-dire que vous ayez des contrats et que vous prenez le temps de lire aussi les contrats qu'on vous soumet. Et auquel cas, si c'est pas bon, vous avez le droit, et j'invite vraiment à tout entrepreneur et même à des prestataires de services qui veulent être recrutés en quelque sorte, de définir des bons contrats et de dire quand ça va pas et de dire que dans ce contrat, j'aimerais bien telle et telle et telle et telle et telle information pour que, comme dans les mariages, au début, tout est magnifique. Et s'il y a des non-dits, s'il y a des couacs qui peuvent arriver, puisque c'est la vie, quand il y a de la vie, il y a aussi des problèmes et des couacs et des épreuves qui arrivent qui sont indépendants de notre volonté. Et dans le contrat, c'est pris en considération. Je vous donne à titre d'exemple, vous commencez une collaboration et en fin de compte, vous tombez malade. Vous, en tant que dirigeant, vous ne générez plus de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe pour ce prestataire? Qu'est-ce qui se passe vers cet employé? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être prévu en fait dans le contrat. Mais ce sont des choses qui sont à prendre en considération. Ça doit être prévu initialement. Et le cas de force majeure, il faut le définir. Qu'est-ce qu'on met Des dedans? fois, la maladie, le cas de force majeure n'est pas pris en considération. Voilà. La maladie ne peut ne pas être prise en charge, ou bien des maladies seulement très graves. Un rhume, non. Un lumbago, non. Pourtant, un lumbago, on sait comment c'est douloureux et comment on est allongé toute la journée et on ne peut pas agir. Donc ça, c'est hyper pertinent, c'est hyper important de pouvoir le définir initialement et de vous encadrer et d'être entouré par les bonnes ressources. Ok. Du coup, pour finir, on peut résumer, en fait, si tu peux nous donner, on va dire, les bonnes pratiques selon toi pour déléguer en société efficacement. Alors, les bonnes pratiques, je vais commencer par la première des choses, c'est qu'est-ce que tu attends dans cette collaboration. Donc, définir déjà, toi, préalablement, ce dont tu as besoin de manière spécifique et détaillée et qu'est-ce que tu attends in fine. Donc, ça, c'est la première base. Deuxième base, il est important de processer l'accueil de votre partenaire. Aussi de prévoir et d'anticiper et de définir toutes les informations dont il aura besoin initialement pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et vous et lui. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est budgétiser au maximum et en prenant en considération les risques éventuels. Je vous donne un exemple. On peut très bien travailler avec des personnes qui ont des enfants ou travailler avec une personne qui est enceinte. Et on sait qu'il y a des aléas avec ces personnes-là. Donc, les prévoir. Ça peut être, on ne refuse pas ces personnes. Moi, je suis dans l'inclusion, donc pour moi, c'est hyper important. Toutefois, il faut les prendre en considération. Parce qu'effectivement, c'est bien beau de dire, ouais, moi, j'accueille tout le monde, c'est trop bien, c'est trop cool, j'aime tout le monde. Oui, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça te fasse chier, pour parler de manière assez crue et assez vulgaire, disons-le. Bon, je suis une banlieusarde, donc c'est quelque chose qui revient. Que ça te fasse chier, qu'elle te dise, moi, je peux pas parce que j'ai les enfants, j'ai ma fille qui est malade, que je dois l'emmener à l'hôpital, que ça te fasse chier aussi le fait que elle est enceinte et que elle peut pas, elle a des elle est alitée et qu'elle doit aller voir des médecins, des échographistes et compagnie. Donc c'est pas du tout bon. La personne qui est enceinte avec des enfants ou autre, une personne qui a un handicap ou autre, en fin de compte qu'elle se sente coupable parce qu'elle n'est pas là. Et c'est des choses qu'on a vécues dans le cadre du salariat. Donc, on peut, du moment qu'on budgétise,
on prévoit les risques et c'est OK. C'est prévu, donc t'inquiète. C'est bien beau de le dire sur le papier, mais maintenant, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas que ça te fasse chier à la fin, quoi. Oui. Voilà. Et ensuite, dernière étape, et pour moi qui prend tout son sens, c'est cadrer la collaboration avec des contrats spécifiques. Effectivement, on a plein de manières de collaborer. Ça peut être notamment par des GIE, notamment des groupements d'entreprises avec un intérêt commun. Donc, ça peut être aussi avec des associations, ça peut être aussi des collaborations, c'est-à-dire qu'il y a un échange de bons procédés. Tout doit être cadré par un contrat et une spécificité parce que il se peut qu'en face, lui, il pense que c'est une collaboration de type salarial. Je dis n'importe quoi, mais en fait, c'est pas très loin. Et que toi, pour toi, c'est une association. Il se peut que toi, pour toi, c'est une collaboration d'ordre commercial, alors que pour lui, c'est de la sous-traitance. Oui. Donc, c'est hyper important de définir le contrat. Ça vous évitera beaucoup de problèmes et beaucoup de litiges. Ok, donc en fait, c'est clarté sur le besoin. Yes. Ça, c'est la première étape. La deuxième, la deuxième, c'est budgétiser. Et la troisième, c'est du coup avoir un contrat en fait qui cadre tout ça, en fait, qui cadre la collaboration, l'association ou peu importe en fait qu'est-ce qu'on projette Ah, de faire ensemble. exactement. Avant de budgétiser, il y a la notion de processer. Oui, Processer oui, très toutes important. les étapes, toutes les tâches qu'elle aura à faire. C'est aussi une manière aussi de définir le budget. Parce qu'en fin de compte, on a vu tellement de personnes dire, ouais, j'ai besoin d'une assistante ou j'ai besoin d'une community manager et qu'elle n'est pas du tout consciente de toutes les tâches qu'elle a à faire, cette personne-là. Et donc, du coup, et après, de venir dire, bah, en fin de compte, je sais pas, moi, l'autre, elle me demande 100 balles. Ouais, mais t'es pas consciente, en fait. Tu t'agis pas comme dirigeant d'entreprise. Mm. Une chef d'entreprise sait toutes les tâches que incombe et aussi c'est une manière, et là je fais un lien avec le côté juridique, c'est une manière aussi de se retourner si toutes ces tâches n'ont pas été faites. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Exactement, Mm. exactement. Donc c'est hyper important. Ouais, c'est ça en fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent pas qu'est-ce qu'on peut mettre derrière en fait un intitulé de poste. Qu'est-ce qu'on attend de la personne, sur quels sont les types d'objectifs qu'on peut lui mettre en fait à 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et ça, je remarque en fait qu'il y a beaucoup de lacunes là-dessus. Et du Mhm. coup, moi, Il y a par une mon lacune, métier, pardon? il y a une lacune et aussi il y a un temps, aujourd'hui, on s'autoproclame. On est dans l'autoproclamation de je te dis n'importe quoi, la coach business, mais il y a différents types de coach business. On ne sait pas ce que signifie. Et il y a autre chose qui biaise, c'est je vous accompagne ou je vous aide. Qu'est-ce que veut dire accompagner? Tu vois, dans cette appellation qu'on a de Mm. soi et des autres aussi, qui aujourd'hui bafoue tout. Tu sais, c'est ce que tu disais par rapport à l'appellation du poste. C'est comment elle se définit en fait, ce Oui. poste-là, comment il se définit. Et Mm. aujourd'hui, les mots n'ont plus de valeur, n'ont plus de sens. Exactement. C'est pour ça, en fait, c'est très important de se poser, de se renseigner sur le type de poste, quelles sont les tâches, en fait, qui est attendu de ce type de profil. Et après, toi, de dire, OK, moi, j'ai besoin peut-être de toutes les tâches ou j'ai besoin que d'une partie de ces tâches-là. Et du coup, quand tu vas aller chercher la personne, bah, tu vas, aujourd'hui, sur la toile, il y a, il y a tout Il y type, a à comme boire tu et as à dit, il y a tout manger. type de profil. Certains très compétents, certains qui se sont, on va dire, mis, on va dire, dans ce domaine-là, mais qu'en vrai, quand tu creuses un peu, bah non, en fait, ils n'ont pas réellement les vraies compétences dont toi tu cherches. Mais si toi-même, tu ne sais pas, en fait, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu attends, ben, ne t'étonne pas après si tu as un profil qui répond pas vraiment à ce que tu voulais. Clairement, c'est clairement ça, Hasna, c'est vraiment ça. Et c'est aussi, tu vois, ce truc de, le prix.
le salaire ne définit pas la compétence non plus. La Oui, somme que tu vas payer ne définit pas obligatoirement la compétence. oui, oui, je C'est-à-dire vois ce qu'en que tu fait, on va avoir des personnes qui vont coûter super cher et en fin de compte, tu crois que tu vas gagner des trucs de dingue. Alors que, en fin de compte, et que c'est elle qui va définir son propre fiche de poste, c'est elle qui va définir ses propres tâches. Et je peux t'assurer que j'ai fait cette erreur, hein. Moi-même, j'ai fait cette erreur. C'est que j'ai eu ce truc de, si elle coûte cher, c'est qu'elle est compétente. Mm. Et en fait, je découvre que sur la toile, il y a aussi je connais ma valeur. Donc, ma valeur, et tu vois, on défend la valeur de ses compétences avec les valeurs humaines. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu vois, ma valeur humaine, ben moi, elle vaut 2 000 euros, elle vaut 5 000 euros, elle vaut 10 000 euros, tu vois. Euh, et en fin de compte, ils biaisent ça avec ma valeur, ça coûte 10 000 euros, alors que dans les compétences, ça ne les vaut pas. Tu vois, il y a ce truc ce n'est pas parce que tu vas payer plus cher que ça va pallier à cette étape-là, qui est hyper importante de dirigeant d'entreprise, de se poser de qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'attends, quelles sont toutes les tâches, toute cette recherche qu'il y a autour de ce profil et de ce poste. Et il y a aussi le profil humain à prendre en considération Mm. aussi, qui est en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Oui, oui. Alors, et tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, mais du coup, à chaque fois, ça faisait un parallèle par rapport à mon métier, en fait, de recruteuse, parce que cette partie-là de définition du besoin, c'est vraiment primordial, c'est le point de départ quand on veut déléguer. Mettre en place des process, c'est indispensable par la suite pour le onboarding, en fait, de la personne. Donc, si un entrepreneur n'a pas de process, ça va être difficile, du coup, de construire une collaboration qui dure sur le temps. La partie budgétisation, bah, aussi, c'est très important pour pouvoir travailler de façon sereine avec la personne et du coup, laisser le temps des choses au prestataire d'infuser l'univers dans lequel il rentre et du coup, de fournir un travail de qualité par la suite et la partie contractuelle qui reste vraiment très importante. Et cette partie-là, on va dire, dont tu nous partageais là tout de suite de la valeur de la personne en termes de compétences, c'est quelque chose en fait qu'on va détecter euh, pendant notre échange, pendant les entretiens de recrutement qu'on fait avec la personne. Et c'est pas un entretien qu'on fait et on décide, c'est qu'on doit faire plusieurs entretiens pour pouvoir, on va dire, par nous-mêmes, se dire est-ce que ce qu'elle me raconte, la personne, me confirme qu'elle est vraiment compétente? Est-ce que ça répond vraiment aux besoins que je recherche aujourd'hui ou pas? Et ça, pour moi, les entretiens de recrutement, c'est tout un art. Il faut en pratiquer pour pouvoir s'améliorer et acquérir les compétences qu'il faut pour arriver en fait à du coup cerner que ça soit les soft skills ou les hard skills de la personne. Sachant que parfois, je conseille même à mes clients de se concentrer plus sur les soft skills que sur les hard skills, parce que les hard skills, on peut toujours monter en compétence, mais si en termes de savoir-être, ça ne matche pas avec le prestataire, il peut être le meilleur expert de la toile, ça va pas matcher. Donc voilà, voilà de mon côté, moi, ce que je peux dire. En tout cas, merci Manel pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Si on veut être accompagné par toi, est-ce qu'on peut te contacter? Comment en fait on peut faire pour rentrer en contact avec toi? Alors, je suis disponible sur Internet déjà, sur le site Internet de l'entreprise qui est nizam.agency. Et sur Instagram, sur LinkedIn, Facebook, ou pareil, je suis sur nizam.agency. Donc moi, je suis Manel, fondatrice de cette agence qui permet aux dirigeants d'entreprise, aux rêveurs de gouverner, de piloter son entreprise véritablement comme un dirigeant d'entreprise. Et donc, on peut me retrouver. C'est moi qui réponds à tous mes DM. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et je serai ravie d'y répondre.
Ok, ça marche. On mettra tous les liens dans la description de cet épisode. Du coup, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui? Bon, déjà, véritablement, merci beaucoup, Hasna, de me permettre d'interagir dans Dream Team. C'est un mot et un jeu de mots qui est extraordinaire, qui est très, très bien. Bravo à toi d'avoir construit et d'avoir aussi pu permettre à tous les dirigeants d'entreprise d'avoir aussi des références comme toi, Hasna, parce qu'il y en a peu. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs se lancent. C'est très, très beau de se lancer. C'est déjà une grande étape. Et le plus dur, c'est de perdurer. Et donc, c'est ce qui tu permets aussi, Hassan. Donc, pour ça, merci beaucoup. Merci infiniment. Et merci infiniment de m'avoir accueilli aussi chez toi. C'est un honneur. C'est véritablement un honneur. La dernière chose que j'aimerais venir vous sensibiliser vraiment dans toutes les actions que vous faites, faites-le en conscience. Sachez que l'auto-entreprise, c'est bien, mais la société, c'est mieux. Pourquoi? Parce que véritablement, vous venez à construire un écosystème que vous pouvez même céder par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous venez créer une entreprise, une société, tu vois, le lapsus, il est très infime. Cette société que vous venez créer derrière avec tout ce qu'on apprend aujourd'hui, eh bien, en fin de compte, vous allez pouvoir aussi la léguer. Même si tu vois le lien avec ce délégué, c'est que même cette vocation qu'il y a de transmettre, parce que c'est ça aussi déléguer, c'est pouvoir transmettre ces informations et aussi les nourrir et venir nourrir aussi cette vision et cette vocation qu'a l'entreprise. Donc, c'est un pilier essentiel dans cette création de richesse. Donc, pour ça, il est hyper important que vous agissiez en conscience et c'est ce petit mot de la fin que je vais vous donner justement. Ok, super. Alors, sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Et Manel, je te remercie encore une fois pour toutes les Je t'en pépites prie. que tu nous as partagées aujourd'hui. Je t'en prie, c'était vraiment avec honneur et plaisir. Merci beaucoup, Hasna. À très vite. À très vite.